Si vous allez de temps en temps au cinéma pour voir un blockbuster, vous avez sans doute déjà payé plus cher votre ticket pour assister à votre séance dans une salle premium. Et dans le domaine, IMAX est sans doute le label le plus identifié. Mais concrètement, c'est quoi l'IMAX? Et qu'est-ce que ça apporte à votre expérience en salle? C'est ce qu'on va voir maintenant. IMAX est l'une des marques qui s'est le plus imposée dans les multiplexes à travers le monde, surtout depuis la fin des années 2000. Et pourtant, depuis tout ce temps, j'ai l'impression qu'une bonne partie du public ne sait pas ce que ce tampon qualitatif veut dire, si ce n'est peut-être que l'écran est censé être plus grand. D'un côté, on pourra toujours dire que les détails techniques d'une projection importent peu pour la majorité des gens, et en soi c'est vrai, mais ça arrange aussi pas mal IMAX qui joue de certaines zones de flou, et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais comprenez bien qu'IMAX reste un format très intéressant, et ce, même à la maison. Et c'est pourquoi j'en profite pour vous parler de notre partenaire, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est un expert dans le domaine hi-fi et home cinéma qui met vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France, sur leur site internet ou même sur leur chaîne YouTube très renseignée. Du coup, je leur ai demandé conseil pour vous parler aujourd'hui de l'IMAX Enhanced, une initiative d'IMAX et DTS pour amener l'expérience IMAX à la maison. Pour ça, il y a 4 points essentiels. Des images 4K HDR détaillées et très lumineuses, un son tridimensionnel immersif au format DTS-X, des images plus grandes, et ça j'y reviendrai, et surtout, il faut que les films soient remasterisés numériquement selon les critères d'exigence IMAX. Désormais, pas mal de films sont disponibles en IMAX Enhanced, en Blu-ray 4K, mais aussi sur certaines plateformes de streaming comme les films Marvel sur Disney+. Mais pour pleinement en profiter, il faut un système audio et vidéo certifié IMAX Enhanced. Les téléviseurs et les vidéoprojecteurs certifiés répondent à des exigences très poussées en ce qui concerne les fonctions de calibrage d'image, de définition, d'espace colorimétrique, de luminosité et de contraste. Les amplis home cinéma et les barres de son certifiées IMAX Enhanced doivent aussi cocher des cases en termes de nombre de canaux reproduits, de dynamique et de précision du décodage. Une configuration d'enceinte 5.1.4 constitue le minimum requis, mais un système d'enceinte 7.2.4 est cependant fortement recommandé. Ça veut dire 7 enceintes sur le plan horizontal, 2 caissons de basse et 4 enceintes d'effets verticaux installées au plafond. De quoi vous immerger pleinement dans le film ou faire râler vos voisins. Si vous voulez plus de détails ou que vous envisagez de vous équiper pour profiter du IMAX Enhanced, on vous invite à faire un tour sur le site sonvideo.com ou à aller dans l'une de leurs 16 boutiques en France. Pour comprendre ce qu'est l'IMAX, il faut revenir à ses origines. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais elles remontent à 1967. Durant l'exposition universelle de cette année-là, une bande de chercheurs canadiens a expérimenté une installation à multiples écrans, ce qu'ils ont obtenu en synchronisant 9 projecteurs. Ça marchait, mais comme ils ont eu pas mal de problèmes techniques, ils ont voulu tenter de simplifier le processus avec un seul projecteur, ce qui impliquait de filmer avec une pellicule particulièrement précise pour pouvoir projeter une image énorme sans juste avoir un truc tout flou. Durant l'exposition universelle de 1970 est ainsi présenté Tiger Child, un documentaire expérimental qui est officiellement le premier film en IMAX et le premier d'une longue lignée de documentaires spectaculaires. La particularité de l'IMAX, c'est donc avant tout la pellicule utilisée. Si vous n'êtes pas trop familier avec tout ça, sachez juste qu'il y a plusieurs formats de pellicules qu'on définit par leur largeur. Et au cinéma, les plus importants, c'est le 35 mm, assez standard pour la plupart des productions, et le 70 mm, qui enregistre plus d'informations et de détails par photogramme. Et ce qui compte également, c'est le nombre de perforations que vous avez sur les côtés, et qui aide à définir la taille de chaque photogramme. Là où la pellicule IMAX se démarque, c'est que c'est du 70 mm, mais surtout du 70 mm avec 15 perforations, contrairement à 5 pour la plupart des pellicules standards. La différence majeure, c'est que là où du 35 mm va faire défiler les images à la verticale, l'IMAX le fait à l'horizontale, pour que chaque image sur la pellicule soit encore plus massive, jusqu'à atteindre une qualité équivalente à du 18K. D'ailleurs, cette qualité très impressionnante fait que tous les documentaires que j'évoquais plus tôt vieillissent très bien. Et IMAX remasterise souvent des films tournés avec des pellicules plus ou moins équivalentes. C'est notamment le cas pour les caméras utilisées par la NASA, qui ont donné récemment le documentaire Apollo 11. Et si vous n'avez pas vu Apollo 11, regardez-le, ça vous montre des images inédites de toute la mission spatiale, du décollage à l'alunissage, et vous avez l'impression que ça a été tourné aujourd'hui avec des caméras Ultra HD. C'est complètement fou. Bon, tout ça c'est cool, mais ce qui nous intéresse, c'est le moment où IMAX a commencé à se tourner vers la fiction, pour que certains films aient des séquences spécifiques dans le format.
Et le premier, à ma grande surprise, ça a été un film d'animation, à savoir Fantasia 2000, RPZ Mon Enfance. L'intérêt, c'était qu'IMAX se popularise et quitte l'aspect très expérimental de la marque. Parce que si je parlais d'une pellicule exceptionnelle, il fallait l'accompagner de salles adaptées. Et pendant longtemps, IMAX a surtout installé son label dans des salles de musée ou des parcs à thème, dont le Futuroscope en France. Les salles les plus fameuses, c'est celles appelées Omnimax, où l'écran se courbe dans une forme de dôme pour recouvrir tout le champ de vision des spectateurs sur une surface gigantesque. Donc même si certains disent le contraire pour se rassurer, dans le cas d'IMAX, c'est bien la taille qui compte. Et ça se reflète dans le format particulier de l'image. Vous allez voir, c'est très simple. Alors que la plupart des blockbusters choisissent un ratio d'image en 2:39, le fameux cinémascope avec les bandes noires, ou le 1:85, qui est le format de la plupart de vos écrans et de cette vidéo, l'IMAX se veut plus vertical. Et la pellicule permet d'atteindre un ratio de 1:43, soit un format qui se rapproche du carré. Logiquement, c'est dans ce format que sont pensés les écrans des salles IMAX, qui atteignent une moyenne de 18 mètres de hauteur pour 24 mètres de largeur, ce qui est beaucoup. Leur existence a pu se justifier et se répandre lorsque des cinéastes comme Christopher Nolan ont commencé à filmer des scènes en IMAX. Le premier blockbuster de cette catégorie, c'était The Dark Knight en 2008, qui avait chamboulé le game dès le cast introductif du Joker, où vous obtenez donc beaucoup plus d'images visibles que si vous le voyez dans une salle normale. C'est d'ailleurs pour ça que Nolan est devenu l'un des référents de l'IMAX. Il aime tellement le format qu'il l'emploie de manière exponentielle sur tous ses films depuis The Dark Knight. Il tourne un maximum en IMAX et complète avec du 65 mm lorsque ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que la qualité d'image, ça a un prix. À cause de la quantité de pellicule à transporter dans son chargeur, les caméras IMAX sont très lourdes et sont au passage très bruyantes à utiliser. D'où le fait que vous pouvez pas faire des gros mouvements de taré avec. Même si en réalité ça n'empêche pas le chef-op de Nolan, Hoyte von Hontema, de la porter sur son épaule comme si c'était un baluchon depuis Interstellar. Je n'ose imaginer l'état de son dos. My back. Oh, my back. Voilà, maintenant, vous avez la base de ce qu'est l'IMAX, mais c'est là que ça se complique. Parce que tout ce que je viens de vous dire, la pellicule 70 mm, le format 1:43, eh bien vous n'y avez pas accès. What ? Je m'explique. Aujourd'hui, IMAX possède plus de 1700 salles dans le monde, mais moins d'une centaine sont équipées pour diffuser de l'IMAX 70 mm. Et dans le lot, une bonne majorité sont des salles spéciales qui ne passent pas de nouvelles sorties comme au Futuroscope. À titre d'exemple, quand Christopher Nolan a sorti Oppenheimer, en mettant bien en avant l'argument de l'IMAX, seules 30 salles ont pu diffuser le film dans des conditions optimales en pellicule. La question qui se pose, c'est de savoir si c'est bien grave, étant donné que les films tournés partiellement en IMAX 70 mm sont loin d'être nombreux. Pour prendre des exemples récents hors Christopher Nolan, on pourra citer Star Wars, Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, First Man de Damien Chazelle, Mourir peut attendre ou encore Nope de Jordan Peele. Alors en tant que puriste qui aime râler, j'aurais tendance à dire que oui, c'est chiant, surtout que pour nous Français, la salle IMAX 70 mm la plus proche, c'est le BFI à Londres et ça commence à faire cher l'Eurostar pour voir Oppenheimer. Mais je vais être un peu clément et en venir surtout à l'interrogation essentielle. Quand vous allez voir de l'IMAX, ça veut dire quoi ? Eh bien, vous voyez de l'IMAX Digital, c'est-à-dire de la projection numérique. À vrai dire, c'est même là que la marque s'est vraiment démocratisée. Ça coûte moins cher et ça s'est coordonné avec le succès d'Avatar en 2009, qui a poussé tout Hollywood à se tourner vers les caméras numériques et les salles du monde entier à s'équiper de projecteurs, eux aussi numériques. Le seul problème, c'est que le numérique, c'est pas aussi précis que les 18K de la pellicule IMAX que je vous évoquais tout à l'heure. Donc quelle serait la nécessité de projeter sur un écran vraiment géant ? Là, on en arrive à ce qui me chagrine, à savoir qu'avec cette transition vers le numérique, IMAX a un peu changé son fusil d'épaule. Et en soi, pourquoi pas, hein ? Mais la différence n'a jamais été vraiment mise en avant, alors que plein de salles du label se sont créées avec des écrans de plus en plus petits. Certes, on reste sur un écran courbé qui recouvre le champ de vision du spectateur, mais comme un dessin vaut mieux que 1000 mots, ça c'est un petit IMAX de New York dont la taille avoisine celle d'une bonne partie des salles IMAX françaises, et ça c'est le Lincoln Square et ses 23 sur 30 mètres qui reste l'un des plus grands IMAX au monde. Cette différence, pas si mineure que ça, a amené les connaisseurs à inventer le terme de l'IMAX, pour critiquer la manière avec laquelle IMAX met en avant son label sur des salles qui n'ont plus forcément la même ampleur qu'avant, mais où vous payez quand même plus cher votre billet. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les salles IMAX ne se valent pas. Et attention, je ne dis pas que l'IMAX Digital est forcément moins bien. Au contraire, maintenant, pour recouvrir la surface des meilleurs écrans, les salles IMAX numériques utilisent de la double projection. Et au début, les projecteurs étaient équipés d'une lampe au xénon, ce qui est bien, mais à force de l'utiliser, la luminosité s'affaiblit.
Maintenant, la plupart des salles IMAX sont équipées avec des projecteurs 4K laser pour un meilleur rendu des détails et des contrastes. Si tu vends aussi bien l'IMAX digital, est-ce que c'est parce que tu es xénophobe? Et je n'ai même pas parlé du son puisque IMAX a son système maison à 12 canaux, dont 4 enceintes supplémentaires au plafond pour toujours plus d'immersion. Ce qui m'embête néanmoins, c'est le manque de transparence de la marque sur le matériel de ces salles. En France, la grande majorité des salles IMAX sont détenues par Pathé et quand vous réservez votre place, le seul truc qu'on vous indique, c'est qu'il y a un écran hors norme, une salle monumentale et un son à couper le souffle. Super! À l'heure où beaucoup de nouveaux modèles premium existent et essaient de s'imposer dans un écosystème de plus en plus riche, je pense que c'est important d'être concret sur le service proposé et la technologie mise en avant. Parce que entre du xénon sur un monoprojecteur et du 4K laser double projection sur un écran 5 mètres plus grand, c'est pas la même. En tout cas, si vous voulez faire vos propres recherches, le site LF Examiner recense toutes les salles IMAX du monde avec leur type de projection, la taille de l'écran, etc. A priori, le site n'est plus mis à jour depuis 2021, mais ça permet quand même de se faire une idée. Du coup, puisque la plupart des salles IMAX ne sont plus équipées pour de la pellicule, les écrans eux aussi ont changé de format. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous pensez au format IMAX, il est probable que vous pensiez non pas à du 1.43, mais à du 1.90. C'est comme ça que sont tournés les films en IMAX numérique, et c'est aussi comme ça que l'IMAX est présenté dans les éditions vidéo des films, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour certains, c'est aussi ce qui fait d'un écran un l'IMAX. Et si vous voulez vraiment jouer les puristes, sachez qu'en France, on a quand même une salle IMAX en 1.43, même si elle diffuse du numérique, et c'est le Gaumont Multiplex de Montpellier. Comme quoi, ils ont mieux à proposer que du cassoulet. J'attends les commentaires outrés de tous les Montpelliérains, j'en ai rien à foutre. Bon, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de salles, d'écrans et de matos, mais finalement, il reste une question majeure sur l'IMAX, peut-être même la plus importante, et ça concerne les films en eux-mêmes. Parce que même si IMAX propose une expérience de visionnage qui reste canon, quoi qu'il advienne, est-ce que ça vaut le coup de voir tous les films dans ce type de salle? Alors, loin de moi l'idée de vouloir vous imposer quoi que ce soit, mais il faut savoir faire une distinction. À chaque blockbuster qui sort, il vous arrive peut-être de voir des affiches IMAX qui ont l'air de sous-entendre que tous les films sont pensés dans le format. Sauf qu'il y a une différence entre les films optimisés pour l'IMAX et les films formatés pour l'IMAX. L'optimisation pour l'IMAX, ça veut dire que le film que vous voyez, c'est le même dans une salle IMAX et dans une salle normale, ou du moins presque. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir un changement de ratio d'image. Néanmoins, le film passe par un processus qui s'appelle DMR, pour Digital Media Remastering. En gros, c'est la sauce secrète d'IMAX, leur technologie propriétaire qui leur permet d'adapter en IMAX des films qui ne le sont pas forcément à l'origine, que ce soit pour la qualité de projection de l'image ou pour le mix audio. Si je me limite à des films sortis en 2023, ça comprend entre autres John Wick 4, Spider-Man Across the Spider-Verse, Transformers Rise of the Beast, Indiana Jones 5 ou encore The Flash. Ça ne veut pas dire que c'est nul, juste que le film s'adapte à un système de projection, comme c'est le cas avec le principal concurrent d'IMAX, les salles Dolby. Donc dites-vous que si vous allez voir The Flash en IMAX, ça vous permet de profiter au mieux des effets visuels immondes du film. Elle est pas belle la vie? Ensuite, il y a les films formatés pour l'IMAX et qui ont donc été tournés avec des caméras labellisées par la marque. Ça comprend évidemment leur pellicule 70 mm, mais aussi des caméras numériques. En gros, IMAX a mis en place des partenariats avec des constructeurs importants, Arri, Red, Panasonic et Sony, pour qu'ils créent des caméras compatibles avec le format. Et pour ça, je vais vous prendre deux exemples concrets. Arri, l'un des fabricants les plus importants du secteur, a fait de l'Arri Alexa 65 la Rolls-Royce des caméras numériques labellisées IMAX. Et elle a entre autres été utilisée sur l'intégralité d'Avengers Infinity War et Endgame. Par la force des choses, ce sont les premiers films totalement tournés en IMAX Digital. C'est pour ça que désormais, sur Disney+, avec l'option IMAX Enhanced, vous pouvez regarder les deux films au format 1.90 et non en 2.39. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, il y a Top Gun Maverick. Pour les séquences de vol dans les avions de chasse, vous vous doutez bien qu'il était impossible de caler une caméra IMAX 70 mm super lourde dans le cockpit. En revanche, la production a pu y intégrer plusieurs caméras Sony Venice 6K pour capter les scènes en grand format. Ça a permis d'avoir les acteurs et le ciel sous plusieurs angles larges sans compromettre la résolution de l'image. Il est important de noter que depuis 2020, IMAX a créé un programme intitulé Filmed for IMAX pour justement valider les caméras en question. Pour la marque, c'est surtout utile pour mettre en valeur certains films, surtout maintenant où IMAX choisit de donner l'exclusivité de ses salles à quelques longs métrages, comme Oppenheimer durant l'été 2023. Conclusion, pour faire la différence entre les films, il faut savoir décoder le marketing de la firme. Si c'est écrit « Experience it in IMAX » sur l'affiche, il y a de grandes chances pour que ce soit un film normal optimisé pour le format. Et si c'est écrit « Filmed in IMAX », là c'est qu'il y a eu des caméras
adapté au tournage en IMAX et le ratio d'image qui va avec. Maintenant, il faut justement parler de ce format. L'idée d'IMAX, c'est qu'en vous rendant dans une salle spéciale, vous êtes récompensé non seulement par le niveau d'immersion de votre regard dans l'image, mais aussi très concrètement, en obtenant un plus fort taux d'image que vous n'aurez pas dans une salle standard. Mais mis à part des films comme Avengers Infinity War ou Endgame, que vous pouvez voir intégralement en 2.39 ou en 1.90, la plupart des films ne sont pas totalement tournés en IMAX et fluctuent leur ratio selon les scènes. Certains trouvent que ça a tendance à sortir du film et que ça met trop l'accent sur la dimension spectaculaire des scènes sélectionnées, surtout quand vous revoyez les films en Blu-ray. Alors c'est très personnel, mais moi, j'adore. Déjà parce que j'aime percevoir la fabrication d'un film, surtout quand c'est virtuose, et puis parce que j'aime voir comment la mise en scène se réfléchit selon ces changements. Et là-dessus, il y a plusieurs écoles. Vous avez des films comme First Man ou Mission Impossible 6 qui envisagent un plan précis comme le portail d'un format à l'autre, où les bandes noires s'effacent pendant un mouvement de caméra. Je trouve ça très élégant et l'effet a souvent le mérite de moins se faire remarquer. Et puis il y a les autres, en particulier Christopher Nolan qui adapte l'IMAX à des séquences spécifiques, voire à des plans spécifiques. Et pour le coup, le côté cut des transitions entre formats peut paraître un peu violent. Mais bon, si vous vous plaignez d'un film Marvel ou d'Interstellar, vous n'êtes clairement pas prêt pour Transformers 5 The Last Night et ses changements permanents entre 3 régimes d'images différents. Même au sein d'un champ contre champ, ça peut changer et c'est pour le coup impossible de ne pas le remarquer. Si vous commencez à me connaître, vous savez que je défends ce cher Michael Bay envers et contre tous, et je dois bien admettre que Transformers 5 m'a fait comprendre pourquoi j'aime autant l'IMAX. La mise en scène et le montage de Michael Bay sont de base connus pour leur côté erratique et hétérogène. Et Transformers 5 ne fait que le refléter d'une manière extrême. Chaque plan est un tableau presque décorrélé du reste, adapté à son sujet dans un instant T, et c'est à nous de recomposer l'énergie globale de la séquence. Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai bien conscience d'être seul au monde avec cet avis. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Après, l'IMAX tente à se faire de plus en plus discret en vidéo. Par exemple, Christopher Nolan a le mérite depuis Dunkerque de filmer ses plans hors IMAX au format 2.20, ce qui fait que le contraste avec le 1.90 est moins prédominant. En fait, même lorsqu'il filme en 1.43, les plans ne sont jamais rendus dans leur totale verticalité sur disque. À ma connaissance, il n'y a d'ailleurs qu'un seul film dont les séquences IMAX sont disponibles en 1.43 en Blu-ray, et c'est Batman v Superman. Alors oui, au cas où la version longue n'était pas suffisante, Zack Snyder a réédité une 3e fois le film avec les scènes IMAX en 1.43, en grande partie pour créer une filiation avec le format 1.33 du Snyder Cut de Justice League. Et oui, si vous trouviez ça bizarre et arty que votre Justice League soit tout carré sur votre télé, c'est parce que Snyder voulait non seulement piocher dans une certaine esthétique des cases de bande dessinée, mais tenait aussi à ce que le film puisse être diffusé sur des écrans IMAX. Tout est lié. En fait, j'avais justement envie de finir cette vidéo par un point d'analyse. Parce que clarifier la technique, son fonctionnement et l'algorithme marketing, c'est bien, mais tout ça reste au service de choix esthétiques. Et ça pose une question simple. Pourquoi l'IMAX, c'est important ? Pour moi, ça tient à un truc finalement très simple. Derrière l'idée de l'écran géant, il y a l'envie que le spectateur se retrouve propulsé dans l'image, qu'il ne perçoive plus les limites du cadre. Et ça devrait être ça le cinéma, surtout en comparaison aux autres écrans de notre quotidien, dont vous percevez forcément les contours. C'est l'opposé total des habitudes prises par les spectateurs sur leur télé, leur ordi ou leur smartphone. À ça s'ajoute le côté plus vertical et aéré du format, qui résiste à l'hégémonie agaçante du cinémascope. Le 2.39, c'est le format qu'on identifie au cinéma. Horizontal, c'est panoramique, donc c'est épique. Mais à mes yeux, c'est utilisé à tort et à travers, y compris par des cinéastes qui ne savent pas toujours en exploiter les pleines capacités. Si c'est pour faire des champs contre champs réguliers sur des personnages isolés, autant un cadre plus haut qui évite de scalper les crânes et de mettre un vieux flou d'arrière-plan sur une bonne partie de l'image. Je trouve qu'IMAX a le mérite d'inciter à un changement de paradigme et à voir de l'épique dans une image où le corps retrouve sa place dans l'espace, où la sensation de grandeur vient du ciel plus que de l'horizon. Et pour ça, quoi de mieux que de parler des Avengers ? Je vais pas vous faire la diatribe habituelle sur la qualité de mise en scène de Marvel, mais elle est quand même pas mal encapsulée par les frères Russo, qui sont, soyons honnêtes, des exécutants très impersonnels, mais parfois efficaces. Comme ils viennent de la série télé, ils ont justement l'habitude de filmer chaque personnage en plan taille un peu chiant, ce que je trouve très laid en 2.39. Mais pour avoir revu Infinity War et Endgame au format 1.90, ça rend l'expérience bien plus lisible et plaisante, surtout à des moments charnières en termes d'échelle comme ça. Ou ça. En bref, pour des cinéastes comme eux, le 2.39 a tendance à étriquer l'image,
à réduire les possibilités de plans, ce qui est encore plus embêtant quand vous faites un film de super-héros avec plein de personnages de différentes tailles. Je vous ai d'ailleurs pris un exemple que je trouve amusant. Au début d'Endgame, vous avez ce plan où Nebula ferme les yeux de la tête décapitée de Thanos. Forcément, la tête coupée est en bord cadre parce que PG-13 oblige, et le travelling avant renforce l'émotion du personnage tiraillé par la mort de son papa sanguinaire. Mais du coup, en 2.39, vous finissez par ne pratiquement plus voir la tête de Thanos, preuve que l'horizontalité de l'image s'adapte mal au sujet de cette image. Et au passage, ça confirme que les Rousseau sont peut-être pas les plus doués. Enfin, il faut qu'on parle de Christopher Nolan. Parce que Nolan n'a pas seulement aidé à imposer l'IMAX dans le blockbuster moderne. Je pense sincèrement que l'IMAX est devenu un outil essentiel de sa mallette de cinéaste et que ça l'a aidé à étoffer sa mise en scène. D'ailleurs, il l'a dit lui-même en interview. You are pushed into a sort of slightly calmer, more tableau style of filmmaking that I think it improves me as a filmmaker. À ses débuts, Nolan a toujours tenu à une caméra très fonctionnelle, centrée sur ses personnages et leur ressenti des choses, ce qui était idéal pour cacher des informations et créer des œillères avant les twists en pagaille de ses récits. Mais on pourrait aussi dire que cette caméra, très à l'épaule, créait surtout du sens et de l'émotion par l'assemblage des plans et par la rythmique du montage, plus que par les cadres en eux-mêmes. Nolan a entretenu un débit rapide d'images où chaque plan partage de manière un peu mécanique une information. Et puis, avec The Dark Knight, le souhait de travailler des séquences clés en IMAX a incité Nolan à penser sa mise en scène différemment, avec de lents travelling et un éloignement des corps qu'il captait quand même beaucoup en plan rapproché auparavant. Et du coup, sa scénographie a gagné en puissance, en communiquant plusieurs éléments et événements au sein d'un même cadre. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas placer ou bouger les lourdes caméras IMAX dans tous les sens. En bref, Nolan s'est posé, j'oserais même dire assagi, pour que la définition précise de l'IMAX donne l'opportunité aux spectateurs de profiter de chaque centimètre carré de l'image. Et pour un mec qui s'est donné pour spécialité de faire un maximum d'effets spéciaux sur plateau, ça donne encore plus un effet waouh, parce qu'on profite de chaque plan dans un montage plus sûr de soi. Et pour vous le prouver, je vous ai pris un exemple que je trouve assez édifiant. Voici un extrait de la course-poursuite en Batmobile de Batman Begins, donc quand Nolan tournait encore en 35 mm classique. Certes, c'est son premier gros film d'action hollywoodien, mais vous conviendrez que c'est quand même un peu brouillon. Et maintenant, voici une course-poursuite équivalente dans The Dark Knight, tournée sur la même route de Chicago, cette fois avec de l'IMAX. Par cette évolution, Nolan me semble être devenu plus en phase avec ses thématiques et surtout avec ses dispositifs. En prenant de la distance dans la manière de filmer ses comédiens au vu de la taille massive des écrans IMAX, ça s'est parfaitement accordé au sentiment de grandiose d'Interstellar et de Dunkerque, et à la petitesse d'humains piégés dans des mondes hostiles. Là encore, la verticalité de l'image est primordiale, surtout lorsque Dunkerque relie dans un même élan terre, mer et ciel. Les personnages sont confrontés à un danger qui vient de partout, et par l'ampleur du cadre IMAX, ainsi que sa profondeur de champ, Nolan a pu offrir dans un simple plan fixe un moment de tension aussi brillant que ce bijou de mise en scène. Et au final, c'est surtout ça qu'il faut retenir de l'IMAX. À l'heure où Hollywood essaie de démarquer ses blockbusters par des plans séquences numériques faussement impressionnants ou des effets de style marqués de manière très artificielle, le label oblige au retour vers un spectaculaire plus simple et épuré. Et sur ce point, Oppenheimer est peut-être la synthèse parfaite de cette ambition. Christopher Nolan a tellement appris à maîtriser l'outil qu'il a pu de nouveau se rapprocher des corps. Il livre un film massif sur un sujet massif, avec une technique massive, mais vue par le prisme humain, par un regard spécifique. Et ça passe par une caméra qui remet les visages au centre du dispositif et les confronte au doute et à la culpabilité. Ils deviennent à leur tour des paysages épiques dont on s'émeut de toutes les subtilités alors qu'ils semblent porter le poids du monde via cet écran géant et peut-être même sa destruction. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire et à nous dire aussi quelle a été potentiellement votre meilleure expérience en IMAX. Mais avant de partir, je vous rappelle qu'Écran Large a besoin de votre aide si vous voulez qu'on continue de faire ce genre de vidéos assez ambitieuses. Bon, déjà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, mais aussi vous abonner au site Écran Large. Contre quelques euros par mois, ça vous donne accès à plusieurs dossiers exclusifs par semaine sur plein de films très différents. Le lien est en description et je vous dis à la prochaine. Ciao. Stop!